aujourd'hui, on va reprendre en prenant, disons, un autre angle d'attaque. Et bien sûr, ça a quelque chose à voir avec les discussions qu'on a eues il y a 3 semaines, quand on a examiné le problème disons, des pénombres de la vision et du réseau néerlandais, où on a donc vu, par exemple, que les Scandinaves, au XVIIe siècle, avaient aussi su construire une certaine vision du monde qui était en partie liée avec les Scandinaves qui étaient, par exemple, au service des Néerlandais, par exemple, de la compagnie néerlandaise. Mais il y avait aussi des cas assez intéressants, assez curieux comme celui-là, qui est, par exemple, de l'ambassadeur Claes Rolamb, envoyé donc par le roi de Suède à Constantinople, où il a passé du temps dans les années 1650. Et on sait qu'il a pas seulement rapporté quelques albums représentant donc les Ottomans, mais aussi cette série assez mystérieuse d'ailleurs de peintures, aujourd'hui donc conservée en Suède, qui a été l'objet d'un certain nombre d'études. Et là, apparemment, il s'agissait essentiellement d'un peintre ou un artiste lui-même du Nord, mais probablement qui n'avait jamais été en Empire ottoman, mais à partir des matériaux rapportés par Rolamb et des gens autour de Rolamb, il a su donc peindre cette vision de la procession du sultan, avec en bas des détails expliquant que, par exemple, il s'agit des eunuques ou des autres personnages typiques donc, du monde ottoman. En principe, donc, on est dans un cadre assez à la fois exotisant, mais aussi plutôt précis, car il y a bien sûr un investissement ethnographique et qui passe donc par le fait que Rolamb était à la fois donc ambassadeur et collectionneur. Et on a aussi vu qu'il était en rapport avec des grands collectionneurs néerlandais installés à Istanbul, qui étaient à la fois, eux, des représentants commerciaux et des savants, dont des gens, par exemple, qui ont aussi constitué des grandes collections de documents et des textes en arabe, en turc ottoman, et aujourd'hui, on trouve effectivement aux Pays-Bas. Alors, donc, ça, c'est les Ottomans vus de l'extérieur. Et en effet, c'est une grande industrie au XVIIe siècle. Parce que même si, parfois, on a tendance à dire que le turc, qui était considéré au XVe et surtout au XVIe siècle comme une grande menace, qui était très mal vue, bien sûr, en Italie. Un certain nombre de papes ont même consacré pas mal d'attention à cette expansion ottomane. Mais c'est aussi vrai qu'au XVIIe siècle, l'Europe chrétienne continuait à être fascinée par le turc. Donc, on a une production continue. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, on passe manifestement à un autre stade. Et comme j'avais essayé d'expliquer un peu dans ma leçon inaugurale, en fait, je pense que le moment clé pour cette compréhension de l'Empire ottoman, qui dépasse un peu les clichés et les stéréotypes du XVIe siècle, c'est le travail de cet homme-là, qui est Johannes Leunclavius, Hans Löwenklau, qui est quelqu'un qui habite donc dans les territoires des Habsbourg et qui, lui, a été à Istanbul, qui a donc été en contact avec les milieux savants dans l'Empire ottoman, qui a rapporté des textes et qui ensuite a fait un certain nombre de traductions en latin des chroniques. Et là, vous voyez qu'il y a même dans le titre là, des Annales Sultanorum Ottomanidarum, il y a donc aussi cette espèce d'affirmation que ce n'est pas lui qui raconte un peu ce qu'il a appris dans les bazars, mais c'est basé sur des sources écrites par les Turcs eux-mêmes, dans leur propre langue. Et d'ailleurs, des savants ont travaillé sur cette question-là, notamment dans les derniers temps, l'historien hongrois Ács Pál
a quand même pu préciser assez bien les sources qu'il a utilisées. Et il s'avère en fait qu'en grande partie, il a utilisé un texte d'un certain Mevlana Mohammed Nashri, et qui a donc fait partie de ces collections, de ces codex qu'on a rapportés et qu'on a gardés donc en Europe centrale. Et à partir de ça, donc, petit à petit, on arrive à trouver dans d'autres langues des textes sur les Ottomans. Là, vous avez un exemple en français, Histoire générale des Turcs, et mélangeant parfois des sources turques avec les sources grecques. Donc, pour expliquer aussi l'histoire des Turcs avant l'arrivée des Ottomans au pouvoir, aussi pour parler par exemple des Seljouks ou les autres qui ont été là au Moyen-Âge. Et voilà, donc on a au XVIIe siècle, beaucoup plus qu'au XVIe siècle, une vraie accumulation d'un savoir sur les Ottomans. On est toujours là dans un jeu de miroir où finalement la production ottomane sur les Ottomans trouve un reflet ailleurs. Donc ce n'est pas simplement une espèce de vision, une projection fantaisiste, orientaliste, comme certains ont voulu soutenir même au XXe siècle. Alors donc, c'est quoi l'objet en question? L'objet en question, juste pour vous rappeler un peu les grands traits, c'est donc cet objet-là. C'est quand même un objet très complexe, où vous voyez en plus qu'il y a des grands moments d'expansion, puis des moments de stabilité. Donc, pour vous rappeler les moments les plus importants, on commence donc plus ou moins au milieu du XIVe siècle, dans l'Anatolie. Et donc, il y a ce moment à la fin du XIVe, quand les Ottomans vont recevoir un choc. C'est le moment quand ils vont encaisser une défaite assez considérable contre Tamerlan. Mais par la suite, au XVe siècle, ils vont reprendre, et ils vont reprendre en effet avec ce moment qui est assez connu, qui est le moment de la prise donc de Constantinople en 1453 par Mehmed le Conquérant. Et c'est à partir de ce moment, d'ailleurs, que les Européens commencent vraiment à s'inquiéter sur ce qui est l'Empire ottoman par rapport à ce qui était leur ennemi principal dans le monde musulman avant, qui était bien sûr le sultanat mamelouk, qui avait obsédé les Européens pendant quelques siècles auparavant. Mais à partir du XVe siècle, du milieu du XVe siècle, donc il y a ce moment d'expansion qui s'arrête encore et qui va reprendre au XVIe siècle, à l'époque du sultan Selim, où dans une période relativement limitée, même moins qu'une décennie, il y a ce processus assez frappant et qui consiste pour l'essentiel, et ça c'est le plus important, de la conquête du sultanat mamelouk et de ses dépendances. Donc, 1517-18, on est dans une situation où les Ottomans donc, vont prendre le Caire et aussi la Mecque, Médine, et ils vont rentrer carrément dans la mer Rouge. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important parce que ça veut dire qu'à partir de 1518-1520, disons, les Ottomans, pour la première fois, ont une présence en océan Indien. Donc, du coup, il devient un pouvoir qui a une espèce de double présence. Il y a bien sûr la présence en Méditerranée et en Méditerranée orientale surtout, mais à partir de 1520, ils sont présents dans l'océan Indien. Et déjà en 1525, on a le premier rapport écrit pour le sultan décrivant les possibilités d'expansion dans l'océan Indien. C'est le célèbre rapport de Salman Reis. Mais d'ailleurs, on sait que même un peu avant, il y avait des gens qui, dans l'océan Indien, et surtout dans le Gujarat, avaient écrit des rapports pour les Ottomans. C'était des rapports qui n'étaient pas sollicités, mais un peu pour, pour encourager les Ottomans dans leur expansion dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, cette expansion va continuer tout au long de la première moitié du XVIe siècle, surtout en Europe de l'Est. Et il faut finalement prendre en compte que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, techniquement, il n'y a pas vraiment eu de rétrécissement de l'Empire.
il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour voir des pertes importantes. Donc, cette chronologie qui a été proposée par certains, selon laquelle déjà dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y aurait eu les débuts d'un déclin ottoman, c'est à revoir. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de pas mal de débats dans le cadre de l'historiographie ottomane. Alors, donc, si on prend un livre comme ça, et ça, c'est probablement le livre le plus important dans une langue européenne sur les Ottomans au XVIIe siècle. Et ça, c'est le livre donc de Richard Knowles. Richard Knowles, qui lui, c'est un professeur en Angleterre qui n'a jamais sorti, tant qu'on sache, de son île natale, mais il a quand même su écrire cette histoire qui est devenue une espèce de best-seller au XVIIe siècle, The General History of the Turks. Et ce General History of the Turks, en fait, si on regarde les bases de cette histoire, on se rend compte qu'en fait, c'est basé pour l'essentiel sur les travaux de Leunclavius. Donc, c'est Leunclavius traduit en anglais, et par la suite, ce texte en anglais devient la grande référence, peut-être parce que c'est écrit dans un style qui est un peu plus facile à lire que Leunclavius, mais aussi peut-être parce qu'il a aussi su mélanger Leunclavius d'une façon stratégique avec des données rapportées par les marchands anglais qui étaient en Empire ottoman au début du XVIIe siècle. Et dans Knowles, on trouve une idée qui d'ailleurs est devenue une espèce de cliché, c'est-à-dire que l'Empire ottoman avait atteint plus ou moins son apogée à l'époque de Suleiman, et qu'après la mort de Suleiman, donc, on serait passé à une situation où la porte, pour ainsi dire, la porte sublime, aurait été secouée par pas mal de crises. Les sultans, à partir de la mort de Suleiman, auraient été d'une capacité intellectuelle assez faible. Et alors, donc, Knowles, il est aussi quelque part responsable pour une espèce de légende noire, si on peut dire les choses ainsi, de l'Empire ottoman, à partir donc déjà des années 1560. Tandis qu'en réalité, si on regarde, comme j'ai dit, la carte, la situation politique, les revenus, etc., il n'y a pas tant de raisons pour soupçonner un déclin déjà dans le dernier tiers du XVIe siècle. Mais on va revenir sur ce débat dans quelques instants pour voir sur quelle base ces assertions se font. Alors donc, bien sûr, il faut toujours revenir sur la grande ville d'Istanbul, le lieu de production de pas mal de ces textes, le lieu aussi où la plupart des voyageurs occidentaux vont se rendre, mais il faut toujours, et je reviens sur cette idée, il faut toujours garder en tête qu'il n'y a pas qu'Istanbul. Donc, il faut se rendre compte que quand même c'est une ville, c'est un empire où il y a pas mal de grandes villes importantes. Le Caire n'a jamais cessé d'avoir une certaine importance. On peut dire la même chose sur Alexandrie ou Jérusalem, ou même un certain nombre de villes en Europe orientale, comme Belgrade, par exemple, qui ont toujours joué un rôle assez capital dans le cadre de la production intellectuelle ottomane du XVIe, XVIIe siècle. Alors, quand on passe à l'autre problème, le problème que c'est mon intention d'aborder aujourd'hui, le monde vu par les Ottomans. Ce n'est pas les Ottomans vus par le monde. Parce que là, on a de quoi boire à manger. Il y a énormément de production sur les visions de comment les Ottomans ont été perçus par les autres. Mais je veux donc faire le jeu un peu à l'inverse. C'est plutôt le monde vu par les Ottomans. Et alors, quand on se dit le monde vu par les Ottomans, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un premier point de départ, et je ne vais pas trop parler de ça, mais néanmoins, ça vaut la peine de le souligner, c'est-à-dire que tout d'abord, pour les Ottomans, le monde, c'est le monde islamique. Tout d'abord. Donc, ça veut dire, si on commence à penser sur le monde vu par les Ottomans, ce monde-là, c'est tout d'abord le monde des autres grands empires islamiques. Ça veut dire, en premier lieu, bien sûr, les Safavides en Iran, qui avaient donc une frontière assez turbulente avec les Ottomans,
D'ailleurs, les Ottomans, au début du XVIe siècle, ont eu toute une série de batailles contre les Safavides. Et les Safavides posaient problème pour les Ottomans, surtout aussi pour des raisons religieuses, c'est-à-dire ils étaient considérés comme des hérétiques, ils étaient des chiites, et pas seulement des chiites, c'était des chiites un peu étranges, il faut dire, parce que les Safavides au début du XVIe siècle, ce n'est pas du tout le chiisme duodécimain qu'on a connu à la fin du siècle, ça c'est vraiment une espèce de chiisme très extrême, ce qu'on a parfois appelé le Ghuluw, c'est-à-dire une espèce de schisme extrêmement porté sur le millénarisme, où le Mahdi, le grand messie attendu, serait plus ou moins le sultan safavide. Donc il y a une espèce d'assimilation entre pouvoir royal et pouvoir messianique. Et pour ça, donc, il y a quand même une grande production, donc, souvent polémique, de la part des Ottomans sur les Safavides. Et ça va continuer tout au long du XVIe siècle, même si parfois on a aussi eu des échanges beaucoup plus pacifiques. On sait par exemple qu'il y a des ambassades qui sont passées d'un côté et de l'autre, et d'ailleurs qui parfois ont donné des résultats assez intéressants. On sait par exemple qu'il y a ce célèbre Shahnameh, qui a été produit dans les ateliers safavides et donné en tant que cadeau au sultan ottoman. Et maintenant, ça, c'est le célèbre Shahnameh qui a parfois été appelé le Houghton Shahnameh, qui a été aux États-Unis et par la suite, dans des circonstances un peu mystérieuses, on a fait un échange et on a donné ça à la République islamique et on a récupéré quelques peintures de Koenig, qui étaient à Téhéran. Donc, ce manuscrit se retrouve aujourd'hui à Téhéran, mais néanmoins, ça faisait partie au départ de ce système d'échange entre les Safavides et les Ottomans, déjà donc, dans les années 1540-50. Ça veut dire donc que ce n'était toujours pas la guerre, il y avait aussi parfois des moments de paix et des moments d'échange. Alors, le deuxième grand pouvoir du monde islamique qui a beaucoup intéressé les Ottomans, c'est bien sûr les Moghols. Aussi un pouvoir qui est une étoile montante du XVIe siècle, qui va s'établir à partir des années 1520, mais surtout à partir des années 1550, quand les Moghols vont reprendre le pouvoir, les Moghols deviennent un objet d'intérêt pour les Ottomans. Et le premier texte important produit par les Ottomans, c'est en fait un texte qui est plus ou moins le résultat d'un hasard, c'est-à-dire il y avait un amiral ottoman, Seydi Ali Reis, qui est parti faire la guerre contre les Portugais dans le Golfe Persique, mais il a fait un naufrage en Inde, et du coup, donc, il est arrivé au Gujarat et il a fait tout ce chemin, c'est-à-dire de Gujarat, il est allé à Sindh, il a monté l'Indus, il est allé en Inde du Nord, et une fois qu'il était en Inde du Nord, à la cour du roi moghol Humayun, il a eu du mal à retrouver son chemin, il a essayé donc de passer par l'Asie centrale. Arrivé plus ou moins à la mer Caspienne, il retrouve une armée russe, il est un peu gêné, donc il est obligé d'accepter la situation et passer par l'Iran safavide, en acceptant, en tenant son nez pour ainsi dire, et en acceptant d'avoir des conversations avec ses affreux chiites, et pour finalement rentrer dans l'Empire ottoman, où il a écrit un texte qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Mirat al-Mamalik, le miroir des pays, où il décrit entre autres l'Empire moghol. Ça, c'est le premier texte. Et d'ailleurs, tout au long du XVIe siècle, on va trouver pas mal de réflexions. Donc, ça veut dire que si on regarde les grands chroniqueurs ottomans de la fin du XVIe siècle, ils ont tous une partie sur l'Inde, sur l'Empire moghol, sur le fait, bien sûr, que les Moghols sont des descendants de Tamerlan, et on a vu que Tamerlan n'était pas forcément très bien vu en Empire ottoman, mais néanmoins, ils ont donc toute cette généalogie. Et de la même façon, on retrouve dans la généalogie ottomane aussi une réflexion sur l'Asie centrale même, où il y a une série de dynasties, notamment des Shaybanides et des autres qui ont eu le pouvoir au XVIe siècle. Alors, donc, si on est dans ce XVIIe siècle ottoman, il faut quand même se rendre compte que le monde musulman à l'Est n'a jamais été loin des préoccupations. Alors, juste pour vous donner une petite idée, un aperçu rapide de l'histoire politique, et pour vous rappeler deux, trois
point important. Rappelons-nous donc, comme je vous ai dit, qu'il y a une version de l'histoire ottomane que veut que c'est Suleiman, mort en 1566, qui serait le dernier grand, et à partir de cela, ça serait plus ou moins le déclin lent. Ça, c'est une version, disons, traditionnelle. Mais il y a aussi d'autres raisons pour parler de cette question de crise ou de problème ottoman. Vous vous rendez compte qu'au XVIIe siècle, il y a eu quand même beaucoup de sultans. Et juste pour vous donner, à titre de contre-exemple, alors là, on commence avec Mehmed et on peut passer en revue tous ces sultans, tandis qu'au même moment en Inde, on a eu 4 empereurs moghols. C'est tout. Donc, vous pouvez comparer cette stabilité où il y a eu donc, Akbar, mort en 1605. On a donc eu son fils qui a régné plus que 20 ans, son petit-fils qui a régné à peu près 30 ans, et finalement son arrière-petit-fils qui a régné à peu près 50 ans. Donc, du coup, vous voyez qu'à partir d'une espèce de notion très basique de stabilité contre turbulence, on peut toujours dire qu'il y a beaucoup de sultans et donc peu de stabilité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même ces 2 questions, et pour cela j'ai mis des astérisques ici. C'est parce qu'on a aussi 2 moments assez dramatiques, c'est l'assassinat des sultans. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit, par exemple, dans l'Empire moghol pendant le XVIIe siècle. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens qui sont tués dans les guerres de succession. Mais ça, c'est autre chose. Ici, il est question des sultans qui sont assassinés, et assassinés normalement par les vizirs, dans le palais. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre de drame de Charles Ier en Angleterre, où on a voulu suivre une espèce de procès public et politique, et on a voulu mettre en question même la fonction du roi pour remplacer ça avec autre chose. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est néanmoins quelque chose qui est pas seulement à nos yeux dramatique, mais qui est perçu à l'époque comme extrêmement dramatique. Et donc, si on prend ce cas en particulier, par exemple, on a un livre écrit par un de mes collègues à Los Angeles, Gabriel Peterberg, An Ottoman Tragedy, où il va reprendre d'ailleurs une formule très souvent utilisée par les chroniqueurs ottomans eux-mêmes, c'est-à-dire Haile Osmaniye. Et l'idée étant qu'il y avait quelque chose de très bizarre qui s'est passé, c'est-à-dire où moralement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et l'assassinat du sultan représente donc essentiellement ça. Et donc là, on est dans un cadre, et bien sûr, il parle essentiellement de la question de Osman II, mais qui est un peu différent, je dirais, par rapport, par exemple, à quelque chose que j'imagine que vous avez tous, sinon lu, plus ou moins connu, c'est-à-dire le célèbre roman de Orhan Pamuk, Mon nom est rouge, où il parle aussi, lui, du déclin ottoman. Mais pour lui, c'était un déclin déjà à la fin du XVIe, et c'est dû à autre chose, c'est dû à quelque chose sur lequel on va revenir, c'est-à-dire un manque d'ouverture envers l'Occident. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre, dans l'atelier ottoman, où on produit des peintures, et c'est une question de savoir, par exemple, est-ce que la représentation de figures humaines est possible ou non dans le cadre d'un islam. Et alors lui, il nous joue un peu tout cela, c'est-à-dire des gens qui sont plus strictement musulmans contre les gens qui sont plus ouverts envers l'Occident, ces techniques de peinture, mais aussi ces idées de représentation. Tandis que là, avec cette histoire d'Osman, c'est plutôt autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de tuer, et surtout si on n'est pas membre de la famille royale, de tuer un sultan qui est assis sur le trône, et dans quelles circonstances? Est-ce que c'est justifié ou pas justifié, et de quelle façon? Donc, vous voyez un peu qu'à l'intérieur de cette historiographie, il y a déjà des questions qui se posent sur la constitution même de l'Empire. Alors, donc, pour vous donner un aperçu rapide de quelques-uns des moments importants avant de passer à un examen d'un certain nombre de textes, donc rappelons-nous que le XVIIe siècle commence avec cette longue guerre avec les Habsbourg qui va durer à peu près 16 ans. Et en partie, au même moment, il y a aussi une guerre contre les Safavides. Donc ça, c'est considéré normalement comme un moment de crise. Par la suite, il y a je dénombre un peu les crises, soi-disant, du XVIIe siècle. Il y a la rébellion des Cassimides au Yémen et la perte du Yémen pendant un certain temps.
Par la suite, il y a quand même quelque chose qui va un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire la reprise ottomane de Bagdad, qui avait été conquis par Shah Abbas Safavid quelques 30 ans auparavant. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours le cas que c'est l'Empire ottoman qui est en train de subir des problèmes et des rébellions. Il y a aussi des moments de triomphe, et Bagdad, c'est un moment notable. Et là, au milieu du siècle, je vous signale ces deux moments qui ont aussi beaucoup attiré l'attention des historiens et qui ont aussi à voir avec l'ouverture de l'Empire ottoman envers le monde. Bien sûr, il y a le mouvement de Shabtai Tzvi. C'est le mouvement messianique qui a duré à peu près 2 décennies. J'ai mis comme fin 1666, mais en fait, ça va continuer. Il y a des échos même après. Et ça, c'est une grande question sur laquelle on peut revenir, parce que ce mouvement de Shabtai Tzvi a des échos vraiment jusqu'en Angleterre, et au Portugal. Il y a des effets sur quelqu'un qui est un personnage très, très important. Je vais traiter rapidement son cas dans les semaines à venir, c'est-à-dire Menasse Ben Israël. Et lui aussi, il a un rapport avec ce mouvement-là. Et de l'autre côté, on a l'autre mouvement qui est le mouvement, disons, musulman, qui a envie de lutter contre les hérésies, contre ce qu'on trouve un espèce de problème moral de l'Empire ottoman. C'est le mouvement qu'on appelle des Qadizadeh. Ces Qadizadeh sont des disciples d'un grand prêtre ou prêcheur musulman, et ils ont donc, par exemple, réagi contre toute une série d'innovations sociales, intellectuelles, politiques, et par exemple, parmi les choses qu'ils ont trouvées n'allaient pas du tout, c'était par exemple la culture des cafés à Istanbul, ou par exemple la consommation de tabac. Donc, c'était parmi les cibles qu'ils avaient pris. Et donc, parfois, dans une historiographie plus récente, on a tendance un peu rapidement d'assimiler ces Qadizadeh à, par exemple, ce que deviendraient des mouvements wahhabites, par exemple, du XIXe siècle. Mais en fait, il n'y a pas un trait aussi facile à tirer entre les deux. Alors donc, pour arriver à la fin du siècle, rappelons-nous donc qu'il y a ce moment qui est encore aussi dans l'historiographie souvent pris comme encore un moment du déclin ottoman, et c'est la bataille de Vienne, mais il faut quand même se rappeler que la bataille de Vienne, tout d'abord, a failli être un peu le contraire, c'est-à-dire ça aurait pu être les Habsbourg qui seraient à ce moment-là vus comme étant en déclin. Et bien sûr, on peut revenir finalement sur le traité de Karlowitz de 1699, où, donc, pour la première fois, il y a un traité dans lequel les Ottomans ont cédé pas mal de territoires. Et là encore, on peut poser la question de savoir est-ce que c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, et ainsi de suite. Alors, encore rapidement, je n'arrive pas à me débarrasser de mon passé d'historien de l'économie, je vais quand même vous donner quelques données, disons, objectives pour situer tout cela. Alors, c'est quoi donc la taille de cet empire ottoman? On l'a vu en termes de surface, mais en termes de population, par exemple, c'était quoi l'importance finalement de cet empire? On n'a pas beaucoup de chiffres en réalité, hein, et je vous donne quelques-uns, et je vais aussi vous donner un cadre pour penser ces chiffres. Ça, c'est les calculs que j'avais faits moi-même en révisant les calculs d'un grand historien ottoman, Ömer Lütfi Barkan. Et M. Barkan avait publié pour la première fois des recensements basés sur les documents fiscaux. Et il avait donc proposé, lui, un chiffre dans le genre 12 ou 13 millions d'habitants pour l'Empire ottoman autour de 1525-1530. Moi, j'ai révisé un peu ça en prenant comme idée qu'un foyer, normalement, consisterait à l'époque de 5 personnes. Donc, j'arrive à un chiffre global qui est de 17 millions d'habitants. Je vais juste commenter ça un peu plus. Regardez, donc, il y a 2-3 choses intéressantes là-dedans, c'est-à-dire, tout d'abord, au moins dans ce recensement-là, il y a plus de foyers chrétiens que de foyers musulmans.
Ça, c'est quand même assez important à noter. Et deuxième chose qu'il faut noter, c'est que, bien sûr, on est en 1530, mais c'est manifestement une sous-estimation parce qu'il y a au moins une partie de l'Empire qui ne rentre pas dedans, notamment l'Égypte et ses dépendances. Donc, normalement, si on prend ça en compte, on serait plutôt amené vers peut-être 21-22 millions. Alors, pour la fin du XVIe siècle, 70 ans plus tard, avec l'expansion en Europe orientale, avec un peu d'expansion un peu ailleurs, surtout l'expansion en Irak, car dans les années 1530, les Ottomans vont faire la conquête pour la première fois de Bagdad. En 1540, dans les années 1540, ils vont prendre Basra. Alors donc, on peut aussi compter un peu cette population. Donc, en prenant ça et aussi la croissance démographique du XVIe siècle, on arriverait à 30 millions d'habitants, disons vers 1600. 30 millions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce 30 millions? Alors, regardons un peu les idées qu'on a de la population mondiale à l'époque. Et bien sûr, tout cela, c'est extrêmement approximatif. Ce sont des chiffres qu'on a construits à partir des hypothèses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est considéré comme relativement, et je dis relativement fiable. Ce sont les chiffres de l'économiste Angus Maddison. Et alors, lui, il propose donc qu'au même moment, pour les 30 millions des habitants de l'Empire ottoman, en Inde, on a 135. Et si on prend en compte le fait qu'il y a une partie de l'Inde qui n'est pas à l'intérieur de l'Empire moghol à l'époque, on dirait donc 135, ça représente pour les Moghols probablement 90 millions. Ça veut dire que l'Empire moghol, en termes de population, est 3 fois plus grand que l'Empire ottoman. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une espèce d'asymétrie parmi les pouvoirs. Donc, même si parfois on a l'impression que l'Empire ottoman, c'est le pouvoir musulman le plus important du XVIe siècle, en réalité, si on pense ça en prenant le poids démographique, qui bien sûr est assez grossier comme mesure, mais néanmoins, on arrive à voir ça. Et vous voyez quand même qu'il y a la Chine qui serait encore plus, la Chine de Ming qui serait encore plus grand, et ainsi de suite. Vous voyez les chiffres pour l'Amérique latine, c'est assez typique. Donc, 1500, on est à, disons, 18 millions. Il y a cette espèce de chute qu'on connaît pour des raisons qu'on connaît, et donc une espèce de remontée par la suite. Il y a aussi quelque chose d'autre. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ça. C'est-à-dire, si vous regardez le XVIIe siècle, vous voyez qu'il y a un taux de croissance assez faible pour le monde. Et à l'intérieur de ça, il faut se rendre compte qu'il y a même des parties du monde, selon Madison, qui ont vu une véritable chute. C'est-à-dire, la Chine passe de 160 à 138 millions. Et alors, apparemment, on dit que pour l'Empire ottoman, ça serait à peu près la même chose. C'est-à-dire, on aurait eu un déclin dans la population de l'Empire ottoman au cours du XVIIe siècle. Alors là, vous voyez au moins une raison objective aussi pour revenir sur cette idée de déclin. Il se peut qu'il y avait moins de personnes, moins de foyers dans l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle par rapport au début du XVIIe siècle, mais ça se discute encore parce que pour le XVIIe siècle, en réalité, on n'a pas de chiffres extrêmement fiables. Alors, je ferme cette parenthèse, c'est juste pour vous donner une petite idée, et je reviens sur la question donc du monde vu par les Ottomans. Et là, maintenant, je passe au monde vu par les Ottomans, plutôt en pensant à l'Ouest. Alors, on sait que déjà, dans la première moitié du XVIe siècle, les Ottomans ont commencé à faire des enquêtes sur l'expansion européenne en Atlantique. Et ça, c'est assez célèbre, c'est les premiers résultats en termes de cartographie. C'est le map-monde qui a été fait par l'amiral ottoman Piri Reis. Piri Reis, qui a pas mal fait pour les Ottomans dans le cadre de la Méditerranée, qui a aussi lutté contre les Portugais en océan Indien, et que finalement va terminer sa vie dans des circonstances un peu misérables parce qu'il abandonne sa flotte en Golfe Persique et il revient par terre à Istanbul et au Caire où il y a un procès et il est exécuté par les Ottomans parce qu'il n'avait pas compris ses devoirs.
il était assez âgé à l'époque, mais avant son exécution, il a quand même su mener plus ou moins ce projet qui était d'accumuler des données où, pour la première fois dans la cartographie ottomane, bien sûr, on trouve les traces de l'Amérique. Et il y a eu pas mal de spéculations sur comment, en effet, il a eu cette information. Il y a plusieurs hypothèses. Je retiens tout simplement une hypothèse qui a été lancée et qui me semble amusante, si c'est vrai, et c'est l'idée que Antonio Pigafetta, qui a accompagné Magellan dans son voyage et qui a écrit donc le récit le plus important de cette circumnavigation, aurait terminé sa vie à Istanbul. C'est une idée qui a été lancée par l'historien jésuite Georg Schurhammer. Et si c'est le cas, donc il aurait pu, Pigafetta lui-même, qui avait livré ces informations aux Ottomans. Mais néanmoins, c'est possible que c'était quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, là, déjà dans les années 1520, les Ottomans savent qu'il y a des découvertes qui ont été faites de l'autre côté de l'Atlantique et que les Espagnols sont en train de construire quelque chose à partir de ça. Alors, dans l'historiographie, cette question de l'ouverture du XVIe siècle a fait l'objet d'un débat qui reste vif même aujourd'hui. Et je vous donne les deux représentants, disons, un peu extrêmes de ce débat. Donc, vous avez ici à droite le très célèbre historien anglo-américain Bernard Lewis, qui a écrit ce livre, maintenant ça ferait peut-être 50 ans ou quelque chose de ce genre, Comment l'islam a découvert l'Europe. Et la thèse de M. Lewis, en gros, c'est que à l'époque, à l'âge d'or de l'islam, il y avait beaucoup d'ouverture, il y avait beaucoup de curiosité, mais que ça n'a pas duré au-delà des Abbassides. Donc, à partir du milieu du XIIIe siècle, pour lui, le monde musulman est devenu assez fermé sur lui-même. Il n'y avait pas de curiosité, il n'y avait pas de capacité d'absorber des informations venant de l'extérieur. Et donc, du coup, il fallait attendre, disons, la fin du XVIIIe ou le XIXe siècle vraiment pour que le monde islamique s'ouvre encore à l'Europe. Donc, en gros, il y a une espèce de hiatus, il y a un gros moment, disons, de 6 siècles ou 5 siècles et demi, où le monde islamique est plus ou moins, disons, sourd et aveugle. Et le monde islamique n'a pas envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Et le XVIe siècle, bien sûr, c'est compris dans cette époque. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais, moi, la vision minimaliste. Alors, par contre, dans les derniers temps, ce livre est sorti, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, écrit par un jeune historien italo-américain, Giancarlo Casale, qui fait partie de ce qu'on appelle maintenant un peu l'école révisionniste sur l'Empire ottoman. Il est disciple de Jamal Kafadar, qui est historien turc travaillant à Harvard, qui essaie de reprendre la question du déclin, qui essaie de reprendre un peu l'idée de la chronologie, disons, qu'on a donnée de l'Empire ottoman. Et Casale nous propose donc quelque chose qui est assez provocateur, et ça se voit déjà dans son titre, The Ottoman Age of Exploration. Et pour Casale, en fait, en réalité, les Ottomans étaient tout à fait ouverts. Ils avaient même des projets. Et par exemple, il commence avec un premier chapitre, il écrit avec beaucoup d'humour, il faut le dire. Son premier chapitre s'appelle Prince Selim le Navigateur. Donc, c'est pour reprendre l'idée, le prince Henri le Navigateur, le portugais. Alors là, il nous propose que les Ottomans, en fait, étaient très ouverts envers le monde. Ce livre a été critiqué, il faut être honnête, il a été même critiqué assez brutalement par un certain nombre d'autres historiens. Je pense qu'eux aussi, ils ont un peu exagéré, parce que je pense qu'il était sur la bonne voie. Il a fait un certain nombre d'erreurs, certes, mais il a fait du bien à remettre en question les sagesses reçues. Alors, donc, en effet, ce qui fait Casale, c'est en quelque sorte reprendre les thèses et élargir les thèses qui ont été déjà énoncées dans les années 70 par Andrew Hess dans cet article, The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of Oceanic Discoveries. Alors, Hess avait une vision, Hess était assez critique envers Bernard Lewis. Mais lui, il proposait une vision qui était un peu différente, c'est-à-dire pour lui, les historiens ont tort à dire
qu'il y avait une espèce de manque de capacité de la part des Ottomans, et c'était à cause de ça qu'ils n'ont pas su construire un empire maritime comparable à l'empire, disons, portugais ou espagnol ou néerlandais. Mais par contre, il nous dit qu'en réalité, les Ottomans ont fait ce qui était plus ou moins à leur portée et dans leur conception géographique qui était essentiellement l'océan Indien et la Méditerranée. Et que reprocher aux Ottomans de ne pas avoir fait grand-chose pour l'Atlantique, ça c'est franchement pas réaliste. Mais alors, en réalité, Casale veut aussi aller au-delà de ça. Et il a envie de démontrer, en se basant sur un certain nombre de textes, comment en fait les Ottomans s'intéressaient pas mal à la question atlantique. Alors, donc, d'un côté, il a cette espèce de vision de l'océan Indien où les Ottomans avaient essayé un peu partout. Vous voyez leur présence en Inde, mais même, on reviendra certainement sur ça dans quelques semaines, au Sumatra, à Aceh, dans le nord de Sumatra. Mais en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement cette présence en Inde. Vous voyez ici les Ottomans en train d'essayer d'assiéger une des forteresses portugaises, la forteresse de Diu, mais plutôt la question, comme j'ai dit, de l'Atlantique. Et c'est en partie, d'ailleurs, sur les mêmes matériaux que notre collègue Serge Gruzinski, il y a quelques années, avait écrit ce livre, qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent sans doute, « Quelle heure est-il là-bas » Alors, Gruzinski nous propose dans ce livre qu'il faut voir le regard mutuel entre Amérique et monde islamique. Et alors, pour le regard américain sur le monde islamique, il avait pris, pas seulement, mais en grande partie ce texte-là, qui est un texte qui est écrit par Enrico Martinez, en réalité un Allemand qui s'appelle Heinrich Martin, et qui a écrit donc ce texte qui s'appelle Repertorio de todos los tiempos, et dans lequel il traite dans une partie du monde islamique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais alors il faut dire que ce qui est probablement plus intéressant pour nous, c'est la contrepartie. Et la contrepartie, donc, c'est ce texte assez curieux, assez mystérieux, qui s'appelle Tarikh Hind Garbi. Alors, c'est même pas possible pour l'instant de dater ce texte, mais on croit que c'est écrit grosso modo entre 1580 et 1600. C'est vraiment la fin du XVIe siècle. Et c'est un texte, on ne connaît pas trop bien qui serait l'auteur, ni le contexte. Dans les derniers temps, l'historien turc Baki Tezcan, qui a écrit assez longuement sur ce texte, a proposé une hypothèse selon laquelle ça aurait été écrit pour la consommation du sultan ottoman. Il y a dans au moins quelques-uns des manuscrits des peintures un peu défacées. Ça, c'est Christophe Colomb devant le sultan d'Espagne. Vous voyez que dans ce cadre-là, j'imagine que Isabelle a moins d'importance que Ferdinand. Mais en tout cas, vous avez cette représentation-là. Et il y a donc aussi des flore et faune de l'Amérique. Et ce texte a été donc par la suite édité et publié par un historien américain, Thomas Goodrich. Et M. Goodrich a aussi pris le soin de faire un travail extrêmement pointu pour aller vers les sources de ce texte. Alors, comment est-ce que cet auteur, il se peut qu'ils étaient plusieurs auteurs ottomans, a su écrire une version de la conquête de l'Amérique et la présence espagnole en Amérique? Alors, la réponse n'est pas si compliquée que ça. La réponse, c'est qu'il a eu accès à un certain nombre de textes en latin et en espagnol. Et le texte le plus important, et on va revenir brièvement sur ce texte, c'est la chronique assez célèbre et assez répandue au XVIe siècle de Lopez de Gomara. Donc l'auteur ottoman a pu accéder à Gomara. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Gomara a été même traduit en hébreu au XVIe siècle, en partie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi pu regarder un certain nombre d'autres
textes comme Pierre Martyr, etc., des textes connus du XVIe siècle. Et il a bien sûr recuisiné ça un peu à sa façon. Donc, bien sûr, ça ne se trouve pas ni dans Gomara, ni dans Pierre Martyr. Et on se rend compte en regardant cette espèce de vision un peu fantaisiste que, en effet, l'auteur fait un peu la synthèse entre les matériaux espagnols et des textes sur les merveilles du monde. C'est une tradition médiévale musulmane. Donc, par exemple, le texte de Qazvini, Ajaib al-Makhloukat, c'est un exemple assez connu de ça. Mais vous voyez que, par exemple, il y a aussi une préoccupation, disons, moins fantaisiste et plus précise. Et ça, bien sûr, c'est Potosi. C'est la montagne de Potosi et là d'où vient l'argent. Et bien sûr, les Ottomans s'intéressent beaucoup à l'argent américain car ça a une influence très importante sur l'économie ottomane à l'époque. Alors, le texte de Tarikh al-Hind al-Gharbi porte aussi des cartes. Donc là, vous voyez un peu la représentation du monde à la fin du XVIe siècle pour les Ottomans. Donc ici, vous avez l'Asie, ce n'est pas si surprenant que ça, mais c'est quand même pas mal pour l'Amérique, surtout pour l'Amérique du Sud. Et la terre australe, c'est un peu fantaisiste, c'est vrai, mais là, vous voyez ce que serait une cartographie plus avancée par rapport à Piri Reis. Alors, pas seulement ça, on sait que par la suite, ce texte-là de Tarikh al-Hind al-Gharbi a été copié et recopié au XVIIe siècle. Ça a été consommé par d'autres intellectuels. Et finalement, dans les années 1720, quand les premiers livres seront imprimés dans l'Empire ottoman, par d'ailleurs un renégat hongrois qui s'appelle Ibrahim Müteferrika. Alors, Müteferrika a publié peut-être une demi-douzaine de livres, et parmi ces livres, il y avait le Tarikh al-Hind al-Gharbi. Et c'était même illustré, comme vous le voyez, ça c'est donc la version Müteferrika du texte et des illustrations de Tarikh al-Hind al-Gharbi. Alors donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il y a une vision de l'Amérique. Et d'ailleurs, dans les derniers temps, on a trouvé que ce texte a par la suite été traduit en persan. Donc ça c'est la version Tarjuma al-Tarikh al-Yangi Dunya. Et là vous voyez que on est soi-disant à Potosi. Vous voyez que le travail dans les mines est beaucoup moins dur ici qu'en réalité. Et là, c'est donc censé être le sacrifice humain dans l'Amérique. On soupçonne que ce manuscrit a été produit entre l'Iran et l'Inde occidentale. Donc pour des raisons de style, etc. Donc vous voyez que ce texte a une vie qui va au-delà de l'Empire ottoman. Alors, Giancarlo Casale a aussi, lui, parlé un peu de ce texte, et il nous dit en effet qu'il faut voir ce texte d'une façon assez instrumentale. Donc pour lui, il y a une explication très claire pour la production des textes comme ça. Pour lui, en effet, dans l'Empire ottoman, il nous dit qu'à la cour ottomane, il y avait des factions assez différentes. Il y avait des gens qui étaient plutôt pour un empire ottoman plus ou moins limité au monde méditerranéen, qui serait plus ou moins le successeur donc, de l'empire romain, avec le même type d'extension. Et par contre, il nous dit qu'il y avait une autre faction ou des autres factions qui étaient plutôt pour une vision plus vaste de l'empire ottoman. Donc, par exemple, celui qui est mentionné ici, Sokollu Mohammed Pasha, mort assassiné au début des années 1580, qui serait par exemple pour Casale celui qui a soutenu une vision expansive de l'Empire ottoman. Alors là, on arrive donc dans un cadre de l'explication où ces textes-là sont des textes politiques. Donc pourquoi produire une histoire des Indes occidentales? Parce qu'on vise éventuellement un Empire ottoman dans l'Atlantique. Alors c'est là où les sceptiques, ceux qui ont critiqué la thèse et le livre de Casale, ont remarqué qu'en réalité, il y a très peu de preuves pour démontrer que l'Empire ottoman avait vraiment pensé en termes d'une expansion en Atlantique. Et d'ailleurs, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est connu qu'une grande partie de
la force navale et la force maritime des Ottomans n'étaient pas du tout centralisées. C'est-à-dire, il y avait énormément de corsaires, des gens qui travaillaient plus ou moins à leur propre compte, et c'est très difficile d'imaginer que ces gens-là répondaient à une espèce de politique centralisée. Je vous donne un exemple qui va nous faire repenser un peu aux semaines précédentes, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était assez actif dans les années 1620-30 dans l'Atlantique, qui s'appelle Küçük Murat Reis. Alors, ce petit Murat Reis, deuxième Murat Reis, a fait pas mal de dégâts. Il s'est installé à un moment donné dans les îles de la Manche. Il a attaqué l'Irlande. Il a même fait des razzias dans l'Islande. Et on pense parfois qu'il avait des ambitions envers la côte occidentale de l'Amérique. Mais le seul problème, c'est que ce Küçük Murat Reis, c'est un Néerlandais qui s'appelle Jan Janson van Haarlem. En fait, c'est un Néerlandais converti à l'islam qui s'est installé et qui s'est transformé en corsaire pour les Ottomans. Mais à partir de quelqu'un comme ça, c'est très difficile, par exemple, d'insister qu'il y avait une politique ottomane envers l'Atlantique. Donc, ça, c'est une question qui reste, à mon avis, à débattre. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une vision ottomane. Il y a une curiosité, et je pense que là, il faut s'éloigner de la thèse de M. Lewis, où il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de curiosité, mais reste à savoir si cette curiosité répondait vraiment à une vision donc, et un projet politique d'expansion. Alors, on peut dire d'ailleurs que si on prend deux des intellectuels relativement importants dans l'Empire ottoman du XVIIe siècle, ils avaient tous les deux une ouverture et une curiosité. Donc, il y a Katip Çelebi, dont on a parlé un peu en début avril, qui lui a écrit pas mal de textes, dont par exemple Tuhfat al-Kibar fi Asfar al-Bihar, où il parle des guerres maritimes, etc. Et ce célèbre Cihan Numa, où il a repris à son compte le Tarikh Hindegarbi, et il a aussi rajouté à ça pas mal d'autres textes, où le célèbre voyageur Evliya Çelebi, qui a écrit cette espèce de récit de voyage, peut-être le plus grand récit de voyage dans n'importe quelle langue au XVIIe siècle, le Siyahetname de Evliya Çelebi. Et ces gens-là s'intéressent pas mal au monde, certainement au monde européen, mais dans le cas de Katip Çelebi, même au-delà de ça. Donc, par exemple, ici, c'est Katip Çelebi qui décrit un peu la structure de fleuve du Danube. Donc, où il a aussi repris des matériaux venant, par exemple, des cartographes néerlandais. Et il fait une espèce de synthèse à partir de ça. Ça a été très finement analysé par Faruk Bilici, entre autres. Mais vous voyez que là, c'est ses successeurs qui ont continué à reprendre la cartographie occidentale à leur propre compte. Mais par exemple, ça, c'est la vision qu'il y a Katip Çelebi du monde asiatique. Vous voyez, Iqlim et Asia. Et vous avez l'Inde, vous avez la Chine, etc. Et d'ailleurs, Katip Çelebi était suffisamment curieux, même pour reprendre à son compte, par exemple, des descriptions du Japon. Donc ça, c'est le Jazair et Japonia. Et on sait que là, il a aussi pu puiser dans les écrits des jésuites, il a pris du latin et qu'il a traduit en ottoman. Donc, quelqu'un comme lui a manifestement beaucoup d'ouverture envers le monde, à la fois cartographique et textuel. Mais je vais donc terminer avec un autre personnage. Donc, vous voyez Evliya, qui a été pas mal traduit, jamais dans le texte entier pour des raisons évidentes, mais ici vous avez quelques traductions en anglais et en français. Mais en fait, ce qui m'intéresse pour terminer, c'est ce cas-là, où on voit qu'il y a un décalage entre la question de la construction impériale et la construction du savoir. Et c'est un personnage qui a attiré l'attention des savants depuis le début du XXe siècle, mais dans les derniers temps, on a pas mal écrit sur lui. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Ilyas ibn Hanna al-Mawsuli, qui a, en fait, le texte de lui qui est plutôt connu, c'est le récit de voyage, le Kitab Siyahat. On ne sait pas quand il est né, mais on sait que en 1668, pour des raisons inconnues, il a décidé de partir de Bagdad, où il habitait,
il est parti en Espagne, il a passé du temps en Espagne. Par la suite, en 1675, il est parti de Cadiz à Cartagena et il est resté à peu près une décennie, plus ou moins, en Amérique espagnole. Il a résidé à Lima en 1680-81, puis à Mexico, et il a donc nous a laissé ce récit de voyage. Il y a maintenant une nouvelle traduction en français de ce récit de voyage qui s'appelle donc Un Irakien en Amérique au XVIIe siècle. Alors, donc, on s'est penché pas mal sur le texte d'Ilyas al-Mawsili, ou Ilyas al-Baghdadi, comme on l'appelle parfois, surtout pour voir sa vision de l'Amérique, pour voir en quelle mesure il était en fait intégré en tant que chrétien venant de l'Orient, parce qu'il était chrétien, même s'il écrivait en arabe, hein, en quelle mesure il était intégré dans le système espagnol, quelle sorte de rapport il avait, par exemple, avec les prêtres catholiques, etc. Je remarque que dans son texte, il y a même quelques bribes assez curieuses sur les Arméniens et le commerce des Arméniens entre Acapulco et Manille. Donc, il arrive jusqu'à penser un peu ce lien transpacifique, parce qu'il a, en tant que chrétien de l'Orient, il trouvait qu'il avait quelques affinités, en particulier avec les Arméniens. Parfois, il était lui-même pris pour un grec, quand il était par exemple, à Mexico. Mais dans les derniers temps, un jeune historien américain, John Paul Gobrial, a remarqué qu'il y avait aussi une deuxième partie de ce texte qui avait été complètement négligée. C'est-à-dire, on s'est toujours penché sur le siyahat, sur l'aspect du récit de voyage, tandis qu'il a aussi écrit une histoire. Et cette histoire, ce que Gobrial appelle le tarikh, qui ne porte pas de titre en réalité. Alors là, vous voyez une partie du manuscrit. Il y a au moins 3 ou 4 manuscrits. Alors là, on voit avec Ilyas donc une espèce de construction, pas seulement de l'Amérique en tant qu'espace de voyage, mais espace aussi historique. Et il nous donne donc une vision de ces territoires où il passe, de ces miracles, de ces merveilles, etc. Mais c'est encore une fois grâce à Gobrial qu'on a pu, par exemple, retrouver un certain nombre de ces sources qu'il utilise et qu'il cite. Donc, bien sûr, López de Gómara, Garcilaso de la Vega, Agustín de Zárate, Gregorio Garcia, José de Costa, et ce dernier livre qui est un peu curieux, qui est le Llanto Sagrado de Francisco Romero. Et alors donc, on commence avec des textes du milieu du XVIe pour aller jusqu'à ce texte-là, publié en 1693, ce que ça veut dire qu'il était toujours en train de rédiger et refaire son texte après son retour en Europe. Et qu'est-ce qu'il nous raconte ? En grande partie, et je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais en grande partie, en fait, ce n'est pas tellement une histoire du Mexique, c'est plutôt une histoire du Pérou. Donc, il y a une énorme partie qui est consacrée aux aventures des Pizarro, les problèmes de comment ils ont traité les Incas, où il y a aussi des jugements qu'ils passent, jugements moraux sur le comportement des Espagnols, etc. D'ailleurs, il nous dit à quelques reprises qu'il a toujours pris le soin d'utiliser que des textes qui avaient été approuvés par la censure espagnole. Donc, il ne s'est pas basé sur des choses qui n'étaient pas permises. Mais alors là, par exemple, il y a aussi des choses assez curieuses. Cette petite partie est consacrée à une spéculation, d'ailleurs assez répandue à l'époque, sur la présence de l'apôtre saint Thomas en Amérique. Donc, il nous dit qu'en effet, saint Thomas avait été en Amérique, il a même laissé des traces, et ça, c'est censé être les inscriptions qu'on trouve qui prouvent en quelque sorte la présence de l'apôtre en Amérique. Alors, avec un texte comme ça, on arrive donc dans un cadre où quelqu'un qui vient... Alors, où est-ce qu'on se place entre la position de Lewis et la position de Casale ? Bien sûr, si le problème, c'est un problème de la manque de curiosité des musulmans, alors, bien sûr, on peut répondre que ça, c'est un texte, entre guillemets, chrétien, et donc ça va très bien dans le cadre
de la pensée de M. Lewis. Mais en réalité, on voit que tout en se gardant de citer des textes, disons, compliqués ou problématiques, le savoir d'Ilyas, en fait, s'inscrit tout à fait bien dans le savoir ottoman. Il ne connaît pas lui-même le Tarikh Hindi-Gharbi. Il ne l'a pas lu. Donc, ce n'est pas comme s'il se place directement dans une tradition textuelle, mais néanmoins, il se place dans une vision où, à la fin du XVIIe siècle, donc juste avant le traité de Karlowitz, les Ottomans continuent pas seulement à produire sur le monde musulman, sur le monde asiatique, mais encore sur donc, le monde américain. Donc, ce texte-là, en portugais, produit en 1684, éclipse la loi ottomane, était peut-être un peu prématuré. Merci.